Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci d'être là. On va essayer de comprendre quand même pendant cette émission, je le disais pendant le sommaire, ce qui se passe autour de la France insoumise. Vous incarniez la première force d'opposition au début du quinquennat. Et on a l'impression qu'à travers un certain nombre de faux pas ou de complications peut-être dans le message, eh bien, petit à petit, il y a moins de crédibilité et les sondages s'en ressentent d'ailleurs. Est-ce que vous n'êtes pas en train de passer à côté d'un certain nombre de choses? Je voudrais qu'on parle de la violence dans le pays, je voudrais qu'on parle des Gilets jaunes, je voudrais qu'on parle des européennes. Voilà, comprendre où vous êtes parce que visiblement, il y a un doute, il y a au minimum une ambiguïté. Vous ressentez cela? Si vous faites la lecture du moment qu'à travers les sondages, je peux comprendre que ce doute vous atteigne. Mais pour notre part, nous sommes à la tâche depuis le début, notamment de l'arrivée du groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'en 1 an et demi, nous nous sommes installés comme une force d'opposition crédible et surtout une force d'opposition qui ne cesse de faire des propositions. Parce qu'au-delà du fait de s'enfermer dans une critique du gouvernement, ce n'est pas notre sujet. Nous, quand on critique le gouvernement, on s'efforce toujours à côté de donner à voir un modèle qui non seulement nous paraît désirable, mais utile, nécessaire et même urgent de faire advenir dans le pays, compte tenu de la situation. Cette semaine, par exemple, nous avons eu notre niche parlementaire, peut-être nous en parlerons tout à l'heure, avec un certain nombre de propositions de loi, dont Apolline de Malherbe, vous devez voir qu'elles font large consensus et elles sont très majoritaires dans le pays. Alors après, vous évoquez les sondages. Moi, je vais vous dire une chose. Outre le fait que l'on puisse, et on pourrait ouvrir un débat sur les sondages, leurs commanditaires, les méthodes. Ça, je suis bien d'accord. C'est bon, pas on pourrait en parler. La méthode, mais moi, je vais vous dire une chose. Oui, bien sûr. Mais moi, je vais vous dire une chose. Chez nous, ça provoque un effet qui n'est pas l'effet psychologique déprimant qui est censé être atteint. C'est-à-dire qu'au contraire, à la France insoumise, quand nous voyons que le moment peut être plus compliqué, que les sondages sont un peu difficiles, eh bien ça nous propulse pour être à l'action. Je crois pouvoir dire, Apolline de Malherbe, qu'à cette heure, nous sommes la seule formation politique qui, sur la question européenne, est à l'action. Nous sommes en campagne, nous avons une belle liste emmenée par Manon Aubry, que vous avez connu comme porte-parole de l'ONG Oxfam, qui a fait un travail formidable en matière de fraude et d'évasion fiscale pour dénoncer justement cette situation et proposer des solutions. Je crois que nous sommes aussi la seule formation politique qui, depuis plusieurs mois, fait déjà campagne sur un programme. Parce que souvenez-vous que lors de l'élection présidentielle, le vote Jean-Luc Mélenchon, contrairement au vote d'Emmanuel Macron, par exemple, c'était un vote éminemment programmatique. Les gens nous ont rejoints à 7 millions, d'abord sur le fond. Et c'est ça qui compte. Donc nous sommes à l'action. Et l'essentiel pour nous, parce que si on regarde les sondages, ce que l'on voit aussi, Apolline de Malherbe, c'est que notre électorat, je déteste parler comme ça, mais c'est ce que les sondages disent, est plutôt un électorat moins mobilisé. Ça tient à plusiures choses. D'abord au fait que... Franchement, on peut se dire que c'est quand même un moment où les gens se mobilisent. Oui, mais justement, globalement, mais c'est une des clés de l'analyse de la situation pour moi. C'est-à-dire que comme le moment est un grand moment de contestation populaire, qui dépasse d'ailleurs les cadres traditionnels de mouvements politiques, de syndicats, eh bien beaucoup pensent que le temps électoral est secondaire dans ce moment, d'une part. Et deuxièmement... Vous reconnaîtrez... Attendez, mais deuxièmement, laissez-moi juste terminer sur ce point. Les principaux motifs justement de mobilisation aujourd'hui sont précisément ceux que devrait partager votre électorat. Oui, alors justement, et la deuxième chose, c'est que nous avons beaucoup insisté, et beaucoup de Françaises et Français ont intériorisé le fait que sans doute la seule élection qui permettait véritablement de changer les choses, c'était l'élection présidentielle. Eh bien notre travail dans la période, et nous sommes au travail, et les militants de la France insoumise sont au travail, tous les jours, au porte-à-porte, tous les jours, en ce moment même, pour réhabiliter le bulletin de vote comme une issue positive. Nous pensons que le bulletin de vote est l'arme démocratique la plus puissante pour traduire la colère qui s'exprime et surtout nous proposons le 26 mai de faire d'une pierre deux coups. Parce qu'il n'est pas question... Vous appelez à une grande manifestation. Il est impensable, Apolline de Malherbe, qu'Emmanuel Macron sorte victorieux d'une telle séquence. Donc je dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, quelle que soit finalement votre motivation pour aller voter, notez que le 26 mai, vous êtes appelés aux urnes pour la première fois depuis qu'Emmanuel Macron et sa majorité sont au pouvoir. Tout le monde aille voter pour les européens. Et puis par ailleurs, vous avez parlé d'effectivement ce que nous avons mis en circulation, ce mot d'ordre de référendum anti-Macron pour sanctionner sa politique, mais c'est faire la même chose que de sanctionner une certaine construction politique de l'Union européenne, j'en termine, dans la mesure où près de 40% des lois que nous votons ici sont directement impulsées par les directives européennes. Et donc l'Europe, ça compte, et donc aller voter, c'est aussi votre Évidemment, votre et je message. crois vraiment que nous sommes les seuls à faire ce travail. Adrien Quatennens, je voudrais qu'on décline justement cette question sur un certain nombre de points. D'abord, un mot sur le Salon de l'agriculture, qui s'est donc ouvert hier avec Emmanuel Macron, qui a été pendant 14h30 sur le Salon de l'agriculture, qui s'est montré empathique, qui a réussi à ne faire aucune petite phrase, alors qu'on sait que président après président, d'ailleurs c'est pas spécialement gardé pour lui, ils sont extrêmement scrutés pendant cette fameuse journée auprès des agriculteurs, et que là, bon, ça apparaît plutôt comme un sans faute. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat? Non, clairement, Apolline de Malherbe, je pense qu'il n'est pas sérieux de considérer que pour répondre à la crise du monde agricole,
il suffirait de passer 14 heures au salon de l'agriculture. De la même manière que pour répondre à la colère populaire qui s'exprime dans le pays, il faudrait faire 6 heures de meeting toutes les semaines en bras de chemise sur toutes les chaînes d'information. Non, je crois que c'est pas suffisant. La qualité, ce qu'Emmanuel Macron devrait plutôt faire, c'est mettre en cause un système agricole qui emprisonne nos agriculteurs. Je veux le dire, vous savez qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Qu'un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Vous imaginez un peu? Ces gens sont d'un courage absolu, doivent toutes et tous nous nourrir et sont prisonniers d'un modèle qui fait que depuis 25 ans, la moitié des exploitations agricoles ont disparu, qu'on a un modèle productiviste qui fait qu'on encourage d'abord et avant tout l'agriculture intensive sur d'énormes exploitations qui empoisonnent et les agriculteurs et nos assiettes et les sols. Eh bien ça, il faut en sortir. Et je crois qu'il y aurait beaucoup à faire parce que vous savez, les techniques existent pour se passer de ce modèle agricole. Mais bien évidemment, tout ça est politique. Je prendrai qu'un exemple. La PAC. Quoi, une forme de décroissance dans le monde? Mais en tout cas, aujourd'hui, on voit bien qu'on ne peut pas continuer avec ce système, notamment impulsé par l'Union européenne, qui protège d'abord et avant tout les grandes multinationales. En même temps, la PAC, elle fait partie aussi de ce qui redonne des sous. Mais il faut au moins la réorienter, parce qu'aujourd'hui, la PAC oriente essentiellement ses aides vers les grosses exploitations agricoles. Moi, je vous le dis, nous savons faire. Les agriculteurs bio savent se passer des pesticides, savent organiser une agriculture qui est responsable. C'est d'autant plus enthousiasmant et frustrant que nous savons qu'on peut faire autre chose et qu'il manque de volonté politique pour le faire. Voilà ce que devrait proposer Emmanuel Macron, plutôt que de passer 14 heures au salon pour faire de la communication, ce qui ne change rien au fond de l'affaire et au fait que les agriculteurs sont toujours sous-payés au regard du travail qu'elle leur. Donc c'est un peu la même question d'ailleurs finalement que celle que portent notamment les Gilets jaunes. On va y revenir dans un instant. Je voudrais quand même qu'on parle de cette question d'antisémitisme parce que là aussi il y a eu une difficulté à lire votre positionnement. Alors, je ne veux pas du tout qu'on rentre dans le procès d'intention, parce que vous avez raison. Pourtant, on y est bien rentré, le procès d'intention. Autant rester sur les faits. Et les faits, c'est notamment les mots de Jean-Luc Mélenchon. La déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur l'agression dont a été victime Alain Finkielkraut. Je crois que c'est sans ambiguïté, Apolline. Alors, je vous la lis, vous allez lire. Moi, franchement, je la trouve compliquée. Ah bon? Conscient de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, je crois aussi qu'il ne faut jamais laisser passer le racisme. Autour de Finkielkraut, il y avait aussi des gilets jaunes qui voulaient le défendre et s'opposer à l'attaque. Je suis avec eux. Ça, c'est 24 heures après les faits et c'est la première déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Conscient de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, je crois aussi qu'il ne faut jamais laisser passer le racisme. Oui, expliquez-moi, parce que moi, je ne comprends pas. Je vous explique, tout est dit, je crois, là-dedans. C'est-à-dire que c'est autre chose que de la posture facile, je condamne sans même savoir de quoi on parle. Alors, je vais vous résumer la position. Quand il y a des faits, il faut peut-être être clair. D'abord, je voudrais vous dire, attention, parce que je ne vous reproche pas à vous, mais quelque part, vous y contribuez une nouvelle fois. Laisser entendre qu'il y aurait ambiguïté ou complaisance de la part de la France insoumise sur ces sujets, c'est une insulte non seulement grave envers nous, dont l'engagement politique a pour fondement l'égalité, c'est-à-dire que nous ne supportons pas le fait que quiconque puisse être disqualifié en fonction de ses croyances religieuses, en fonction de sa couleur de peau, de son orientation sexuelle ou que sais-je encore, mais surtout, je vous le dis, laisser entendre qu'il y aurait complaisance ou ambiguïté de la part d'une formation républicaine comme la nôtre, c'est prendre un risque inconsidéré pour la lutte juste et nécessaire contre l'antisémitisme, contre le racisme. Alors je sais que certains voudraient faire le tri entre celles et ceux qui peuvent participer à cette lutte, mais c'est la nôtre aussi, et nous y serons toujours, et j'aime autant vous dire que nous n'avons jamais été faillible sur le sujet. D'ailleurs, vous dites 24 heures pour Jean-Luc Mélenchon, mais vous n'aura pas étonné que maintenant, autour de Jean-Luc Mélenchon, il y a d'autres porte-paroles, il y a d'autres élus, et que nous n'avons pas attendu pour réagir. Vous savez bien que la voix de Jean-Luc Mélenchon est très attendue. Mais par ailleurs, il y a un sujet qu'il faut qu'on évoque dans son tweet, y compris. Au mot, Adrien Quatennens, vous n'avez pas répondu sur le... Vous me dites c'est très clair. Moi, je ne trouve pas que ce soit très clair. Je trouve que c'est. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce tweet? Moi, je trouve que c'est hyper alambiqué. Mais pourquoi? Il y a la condamnation. Il y a la condamnation des actes. Non, mais vous polémiquez et c'est dangereux. L'instrumentalisation de l'antisémitisme, je crois aussi qu'il ne faut jamais laisser passer le racisme. Mais vous allez répéter combien de fois? Mais pourquoi opposer les deux? Vous voulez qu'on mette une pièce dans un panier chaque fois que vous répétez le tweet? Non, mais attendez, moi aussi je vais répéter. Il n'y a aucune ambiguïté de la part de la France insoumise sur le sujet. C'est une insulte grave que de laisser penser. C'est notre combat. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas eu d'instrumentalisation? Moi, j'observe que... Mais est-ce qu'il faut commencer par dire qu'il y a une instrumentalisation avant même que de condamner? Mais, Apolline de Malherbe, vous jugerez comme vous voudrez le rassemblement qui a eu lieu mardi. Moi, je considère qu'il fallait en être. D'ailleurs, nous y étions. Mais je trouve que c'est un échec. Et j'essaye de comprendre pourquoi c'est un échec. Parce que je pense que 20 000 personnes sur la place de la République, alors qu'il y a des croix gammées sur des cimetières juifs, c'est très peu. Et je crois que ce qui peut expliquer la faiblesse de cette mobilisation, c'est justement que beaucoup de Françaises et beaucoup de Français ne sont pas dupes et ont compris l'instrumentalisation qui était faite dans le moment, alors que nous devrions faire front sur le sujet. Certains ont utilisé
ces exactions pour pouvoir semer le doute sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc vous savez bien que même s'il y a eu quelques abrutis qui s'en sont pris à Alain Finkielkraut de manière intolérable, ce n'est absolument pas possible de résumer le mouvement des Gilets jaunes à ces exactions. Et de la même manière, contre la France insoumise, qu'on a habilement tenté d'écarter d'un rassemblement républicain, alors que cette affaire concerne toutes les consciences républicaines. Eh bien, je crois que les Français ne supportent pas cette idée qu'on instrumentalise une lutte aussi nécessaire et aussi grave dans le moment que celle contre l'antisémitisme. Vous laisserez toujours avoir quand même un... Non, je pense que... Pourquoi faire afficher à l'identité ? En fait, je comprends pas. Mais je pense que justement, c'est plus utile d'être clair dans cette période. Parce que moi, je vous le dis, mais précisément, être clair, est-ce que vous trouvez que cette déclaration est claire ? Condamner les actes et dire que nous ne sommes pas dupes de l'instrumentalisation, c'est justement être clair. Je vais vous dire, Apolline de Malherbe, celles et ceux qui essayent de semer le doute sur ce sujet, celles et ceux qui utilisent cette lutte pour des fins politiciennes, mettent en danger cette cause. Il y a un décalage entre ce que vous dénoncez et que vous avez parfaitement raison de dénoncer et la réalité des mots. Vous dites il faut être clair, vous dites il faut être absolu dans la condamnation et quand on regarde, les mots... Apolline de Malherbe, à la marche Mireille Knoll, ils sont au minimum confus et alambiqués. Qu'est-ce qu'ils gênent ? Je trouve que là, vous tombez dans de la basse polémique et celles et ceux qui nous écouteront... le comprendront et le verront, et c'est dommage. Pourquoi tourner autour du pot ? Mais on n'a pas tourné autour du pot. Nous avons, je crois, précisément... Vous dites il faut être clair. Je crois que le tweet de Jean-Luc Mélenchon est sans doute extrêmement clair parce qu'il n'oublie aucun angle. Il n'y a pas d'angle mort dans ce tweet. Il y a la condamnation des actes commis contre Alain Finkielkraut et je la renouvelle sur votre plateau ce midi. Il y a le fait de dire... Nous devons être implacables sur cette lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme de façon générale. Et il y a la dénonciation d'une instrumentalisation politique dont nous disons qu'elle met en danger et qu'elle fait prendre des risques inconsidérés pour cette cause juste. Qu'en quelque sorte, elle éloignait aussi un certain nombre de... Mais évidemment, je le crois profondément. Et vous savez, à l'heure où vraiment on voit... J'apprenais avant de monter sur votre plateau qu'à Lille, a priori, on a encore découvert cette nuit des tags antisémites. À l'heure où on voit ces actes se multiplier, à l'heure où on voit, je le disais, des cimetières profanés. Rappelons les heures les plus sombres de notre histoire. Nous sommes conséquents dans cette lutte-là. C'est nous, par exemple, qui avons demandé, avant même le gouvernement, la dissolution de certaines ligues d'extrême droite, dont on sait qu'elles sont largement coupables d'antisémitisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui, lors du dîner du CRIF, a dit « l'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme » ? Je crois que ce débat participe d'une polémique qui nous détourne précisément du sujet. Mais au-delà du débat, je pense que sur les mots, est-ce que vous êtes d'accord ? Je crois que c'est inefficace. Parce que l'introduction de cette notion dans la définition de l'antisémitisme pose un certain nombre de questions, notamment le fait de savoir s'il est possible, par exemple, d'avoir une appréciation politique, voire critique, de ce que fait le gouvernement israélien sans être soupçonné d'antisémitisme. Ça pose une véritable question. Parce qu'on sait que par ailleurs, il peut y avoir de la part du gouvernement israélien, cette tentation de faire en sorte d'écarter... C'est pas la critique de la politique du gouvernement, c'est la critique de l'existence. Alors, vous rentrez dans un débat extrêmement technique, mais je prendrai qu'un exemple pour être clair. Par exemple, en juillet 2018, le gouvernement israélien a fait en sorte que dans la loi, il y ait une séparation nette entre les Israéliens juifs et les Israéliens non juifs, instaurant une forme d'inégalité juridique. Cette affaire, je pense, mérite une appréciation politique sans pour autant être taxé d'antisémitisme. Voyez-vous ? Je crois même que beaucoup de juifs, sans doute, se sentent concernés par cette affaire. On va pas rentrer dans justement, et donc je crois que cette question-là mérite justement d'éviter ce type de polémique et qu'on puisse se tenir à la hauteur de ce qu'il est. Les gens doivent savoir, toute confession comprise, et même par-delà d'ailleurs les appartenances religieuses, parce que vous savez que dans ce pays, 60% des Français ne se reconnaissent d'aucune religion précisément. Je crois qu'il faut véritablement dire que la lutte contre l'antisémitisme concerne toutes les consciences républicaines et que personne n'arrivera, en tout cas à ce qui nous concerne, à mettre des failles entre nous sur ce sujet. Parlons des Gilets jaunes, 15e journée de mobilisation hier, vous étiez avec eux à Lille. Ma première question c'est, est-ce que vous estimez qu'il faut qu'ils continuent à manifester ? Est-ce que oui, semaine après semaine, est-ce qu'il y a un moment où vous estimez on aura obtenu ci ou cela et on arrêtera ? Ou est-ce que ça doit être un mouvement presque de contestation permanente ? D'abord, la première chose, c'est que c'est à eux d'en décider. Moi, quand je suis présent parmi eux, je suis un parmi tant. Et volontairement, d'ailleurs, quand on m'interroge au sein des manifestations, je demande plutôt aux caméras de se tourner vers les gens qui ont des choses intéressantes à dire. Première chose. Ensuite, clairement, les injonctions à ne plus manifester, les invitations à rentrer chez soi dépourvues de réponse politique sont inconséquentes. Ça a le mérite d'être clair. Donc, moi, je vois se profiler la situation suivante. Dans quelques semaines, le grand débat d'Emmanuel Macron, dont il a dit, en l'initiant lui-même,
qu'il ne serait pas en capacité de modifier en profondeur le cap présidentiel, dont il a dit lui-même que certains sujets ne seraient pas de toute façon modifiés. Eh bien, dans quelques semaines, tout le monde va voir que cette affaire visait simplement à occuper tout le monde, à tous les étages, avec une logistique incroyable, les élus qui ont participé, les Français qui ont bien voulu y participer malgré la mascarade annoncée, il faudra et donc puis en sortir quelque vous chose. toutes et tous, les journalistes, qui auraient consacré des heures de travail, alors qu'en réalité, rien n'en sortira en profondeur. Moi, je vous le dis, si Emmanuel Macron, à l'issue de ce grand débat, ne rétablit pas l'impôt de solidarité sur la fortune, ne modifie pas en profondeur la fiscalité dans notre pays, ne met pas en place des mécanismes, notamment par exemple le référendum d'initiative citoyenne que nous avons proposé cette semaine à l'Assemblée, qui permettent de répondre à cette crise, eh bien ça va continuer. Et sachez-le, beaucoup de Français n'ont pas encore porté le gilet jaune, mais je pense seront appelés à le faire si toutefois Emmanuel Macron n'entendait pas répondre à cette colère. Il y a quand même une question que je me pose, c'est que vous êtes à leur côté, vous et un certain nombre d'élus de la France insoumise, et pourtant, visiblement, là encore, ça ne prend pas. Quand on leur demande pour qui ils prévoient de voter, la plupart, et notamment, par exemple, Drouet, qui est quand même un personnage pour lequel Jean-Luc Mélenchon a dit avoir une certaine fascination, il dit eh bien, que ce qui ressort, c'est Asselineau, Étienne Chouard, qui est une figure des Gilets jaunes, qui est proche d'Alain Soral, qui a été condamné, là encore, pour antisémitisme, incitation à la haine, à qui François Ruffin, l'un des vôtres, a rendu hommage. Lui aussi, il a publié un texte cette semaine pour dire qu'après avoir voté Jean-Luc Mélenchon au présidentiel, il voterait Asselineau aux européennes. Comment vous expliquez que c'est à ce point? D'abord, vous ne dites pas tout, puisque récemment, vous aviez vous-même publié une enquête d'opinion qui demandait aux Français dans leur ensemble quel est, selon vous, le mouvement qui représente le plus la revendication des Gilets jaunes. Et vous oubliez de dire que ce qu'il en résultait, c'est que c'était la France insoumise. Tout à fait. Mais c'est je vais vous dire, là où vous commettez une erreur, c'est que pourquoi ça ne se traduit pas dans les intentions de vote? Mais justement, là, c'est précis, c'est Asselineau et Drouet, c'est Drouet et Chouard qui tous les deux ont pris position officiellement. Vous pensez, Chouard non mais dit, moi je m'occupe pas de Monsieur Chouard, je m'occupe pas de ses considérations. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois qu'on nous invite à commenter le mouvement des Gilets jaunes, on a l'impression que, en tant que militant politique, on est simplement voué à faire de la récupération. Moi, ça m'intéresse pas à cette heure de savoir pour qui. Attendez, écoutez-moi. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Apolline de Malherbe. Moi, ça m'intéresse peu de savoir à cette heure pour qui les Gilets jaunes ont l'intention d'aller voter. Je vous le dis, ça m'intéresse très peu. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les mots d'ordre qu'ils mettent en circulation. Et excusez du peu, quand ils parlent de référendum d'initiative citoyenne, que nous portons depuis 2012, quand on parle d'assemblée citoyenne qui aurait à refonder nos institutions, quand on parle de justice sociale et de justice fiscale, vous comprendrez, je me sens un peu concerné. Et précisément sur ces points-là, vous les avez défendus, notamment cette semaine, lors de la niche parlementaire, et on va l'évoquer dans un instant avec Olivier Beaumont. Bonjour Olivier. Bonjour Apolline. Bonjour Adrien Quatennens. Je voudrais juste qu'on revienne comme quelques instants sur le propos introductif, et on vient d'en reparler à l'instant sur les sondages quand même. Est-ce que vous n'êtes quand même pas inquiet, puisqu'il y a encore un sondage BVA qui a été publié hier? Ce chiffre, il est quand même assez parlant, 7,5% d'intention de vote. Vous êtes maintenant en 5e position. Europe Écologie Les Verts est passé devant vous. Il faut quand même rappeler qu'il y a 1 an et demi, Jean-Luc Mélenchon a fait plus de 19% des voix à l'élection présidentielle. Comment vous allez enrayer cette chute vertigineuse? D'abord, je prends ça, comme on vous l'a toujours dit, comme un horoscope, c'est-à-dire avec beaucoup de recul, mais surtout... Il y a un écart quand même. Non, mais... Et je comprends, y compris l'utilisation qui peut être faite de ces sondages, peu importe. Aujourd'hui, je vous ai dit, nous sommes la seule formation politique qui est conséquente sur le sujet européen, qui est à l'action quotidiennement, qui présente un programme qui permet de faire face aux enjeux, notamment climatiques, d'évasion et de fraude fiscale organisée, de mise à l'écart des lobbies en matière européenne. Et puis surtout, vous dire une chose, c'est que le principal ressort du vote le 26 mai, de toute façon, vous le verrez, va être un vote qui visera à sanctionner la politique d'Emmanuel Macron. Et moi, je vois que c'est vrai, partout où nous allons, des gens sont intéressés pour notre programme et ce que nous avons à raconter sur l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, et d'autres vont s'employer à aller voter pour justement en faire un référendum contre M. Macron. Alors je précise juste une chose, le principal défi que nous avons, toutes et tous, j'ai envie de dire, c'est la question de l'abstention. Vous le savez comme moi, on va de scrutin en scrutin avec une participation qui s'affaiblit toujours. Tant et si bien qu'il y a une espèce de sphère médiatico-politique qui continue de vivoter, mais qui finalement, à mesure qu'on avance, est minoritaire dans ce pays. Enfin, moi je n'oublie jamais par exemple que le contexte particulier de mon élection, c'est 60% d'abstention, et donc quelque chose qui fait qu'on peut se poser la question de la représentation politique aujourd'hui. Donc nous voulons essayer d'être un rempart pour cela, d'expliquer aux gens partout où ils ne croient plus à la nécessité d'aller voter, alors que d'autres formations politiques, vous devez le savoir, ont théorisé le fait que là où les gens ne votaient plus, il fallait plus y aller. Eh bien, la France insoumise fait précisément tout l'inverse. Là où les gens ne votent plus,
nos militants sont à la tâche quotidiennement. C'est un travail de fourmi que personne ne fait. Nous ne nous comportons pas en rentier de la politique. Moi, quand je vois des sondages, je me dis pas très bien, depuis mon bureau, eh bien, tel journal nous annonce à autant, c'est ce que nous allons faire. Je me dis comment on organise le fait que dans les prochaines semaines, nous allons chercher les 5, 6, 7, voire 10 points pour gagner cette élection européenne. Voilà ce que nous allons faire. On va voir s'ils y arrivent. Mais si d'aventure il y avait une liste gilets jaunes, électoralement parlant, c'est une mauvaise nouvelle pour vous? Mais enfin, ça franchement, c'est pareil. Il y a des convergence quand même. Mais vous imaginez vraiment qu'à la France insoumise, on fait encore de la politique à l'ancienne et on se dit, oh là, si les gilets jaunes font une liste... Non, mais attendez. Si les gilets jaunes décident de faire une liste européenne, c'est leur affaire. Moi, ce que je vois en attendant, sur toutes les listes gilets jaunes où on me fait des remontées, ou même quand j'en discute avec eux, parmi eux, c'est que toute tentative de monter une liste, généralement, est tuée dans l'œuf pour une raison simple. C'est que la plupart des gilets jaunes ont bien compris, y compris grâce à vos sondages, que justement une liste gilets jaunes profiterait à celui dont ils réclament la démission depuis maintenant 3 mois. Donc ils ne sont pas bêtes dans cette affaire. Et ils ne sont surtout pas dupes. Donc je crois vraiment que c'est en proposant et en allant faire ce travail considérable, alors que l'élection européenne, on le sait, est une élection où traditionnellement les gens s'abstiennent beaucoup, que nous allons y arriver. Et je vous le dis, c'est un travail dur et conséquent, mais méthodiquement, nous le faisons. Et regardez ce que nous déployons sur le terrain. On en est à peu près, je crois, à 30 réunions publiques par semaine où on peut retrouver la France insoumise. Nous avons le dispositif, vous l'avez vu, des holovannes. Alors vous en pensez ce que vous voulez, mais ça part... Là-dessus, vous avez été hyper innovant. C'est l'hologramme, effectivement, qui, à travers un camion, se promène dans toute la France. Et surtout, ce dispositif va dans des villages où il n'y a pas de militantisme politique, où généralement la politique n'est plus présente. Donc c'est à nous de ramener la politique au peuple, pas l'inverse. Et c'est ce que nous nous employons à faire à l'occasion de cette élection européenne. Sur le plan financier, est-ce que vous partagez l'inquiétude d'autres partis politiques qui ont du mal à recueillir les fonds? On sait que les banques ont du mal à prêter aujourd'hui aux candidats à l'élection présidentielle, à l'élection européenne, pardon. Est-ce que c'est aussi le cas pour la France insoumise? Vous aurez l'argent nécessaire pour faire campagne? Je crois que oui, on avance plutôt bien dans la discussion avec les banques sur ce sujet, mais c'est clair que vous touchez là... Il y a eu des refus. Je ne suis pas dans le cœur de cette discussion, mais je sais que c'est compliqué. Et vous touchez là au cœur d'une situation, c'est que c'est de plus en plus difficile dans ce contexte de faire vivre la démocratie dans notre pays. Alors bien évidemment, on se débrouille toujours avec des campagnes de dons, et d'ailleurs j'y invite celles et ceux qui voudraient nous soutenir. Mais je crois qu'on pourrait prendre une initiative politique. Il y avait notamment une fois une proposition qui avait été soumise de dire on pourrait créer une banque ad hoc qui serve à financer les partis et les mouvements politiques. Je crois que vraiment François Bayrou, quand voilà, c'est une bonne proposition parce que je crois que dans un contexte où justement on doit lutter contre l'abstention, faire en sorte que les gens reprennent voix au chapitre, reprennent cette capacité à se dire il faut que j'aille voter, que dans l'isoloir, le bulletin de vote d'un employé ou d'un patron, le bulletin de vote de quelqu'un qui serait très riche ou quelqu'un qui aurait des revenus modestes, eh bien, le bulletin de vote a la même valeur. Donc ce travail-là, il faut le mener et bien évidemment, il faut éviter d'entraver la vie politique et donc notamment le financement des partis. On va parler des sondages. On va aussi quand même parler aussi de Jean-Luc Mélenchon. On sait qu'il y a une séquence un petit peu compliquée depuis l'épisode. Vous voulez pas nous parler un peu de la niche parlementaire, des propositions que nous faisons sur le fond? Juste après. Il y a aussi une personnalité qui commence à émerger. Aussi. Il y a vous bien sûr, mais il y a François Ruffin, on en a parlé il y a quelques instants. Il sort un documentaire, il publie aussi un livre au vitriol contre Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire aussi quelque part qu'il y a déjà un match qui est en train de s'installer, notamment dans la perspective de 2022? Mais c'est incroyable. Franchement, je vous fais une suggestion. François Ruffin, je vous fais une suggestion, vraiment, à l'avenir, dans vos analyses, qui sont toujours très brillantes, c'est de prendre un prisme moins politicien à vos analyses. Franchement, si vous pensez qu'on en est à se dire qui va battre qui, est-ce qu'il y a un conflit entre... Enfin, tout ce petit monde, dites-vous bien, travaille ensemble. Vous parlez de François Ruffin, on pourrait parler de Mathilde Panot, on pourrait parler d'Alexis Corbière, on pourrait parler de Bastien Lachaud. Je veux dire, des talents et des personnalités autour de Jean-Luc Mélenchon, vous aurez pu apprécier depuis maintenant près de 2 ans, mais qu'il y en a davantage. Il n'était pas autour de lui, vous dites autour, on s'est un peu posé la question. Il y a eu vous rigolez. François Ruffin, vous y étiez, François Ruffin et chaque semaine au combat avec nous à l'Assemblée, peut-être tous les jours en consultation dans le bureau de Jean-Luc Mélenchon. Enfin attendez, venez voir ça d'un peu plus près, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont fantasmées. Après je comprends que ça fait un storytelling intéressant qui puisse faire vendre du papier. Mais Adrien, les initiatives que ne jouez pas non plus les naïfs. Jean-Luc Mélenchon lui-même sait très bien, et vous l'avez dit tout à l'heure, que la question de l'incarnation, elle est importante. Mais évidemment. Et justement, présidentielle, c'est un des seuls moments d'enjeu. Justement, Apolline de Malherbe, ce qu'il y a de très bien à la France insoumise, c'est que plutôt que de se tirer dans la bourre et de se faire des croche-pattes comme on se fait habituellement dans d'autres partis politiques, personne n'est au courant. Laissez-moi terminer. Nous, on est plutôt du genre à se faire la courte échelle les uns les autres. Et avec ce groupe parlementaire, et au-delà, bientôt avec le groupe au Parlement européen, vous allez avoir des parlementaires de combat qui ont des personnalités différentes, qui ont des parcours différents, qui ont des méthodes politiques différentes, et qui, lorsqu'ils sont ensemble, forment une équipe qui est en capacité de convaincre un maximum de Français. C'est ce qui compte. Et de ce point de vue, les initiatives que prend
François Ruffin sont les bienvenus, évidemment. Alors, le référendum d'initiative citoyenne qui a été rejeté jeudi dernier à l'Assemblée. Comme à peu près tout, hein, d'ailleurs. Oui, voilà, vous avez exploité la niche parlementaire qui vous était offerte. Bon, en même temps, vous êtes déçu, mais est-ce que vous êtes finalement surpris? Non, mais ça indique bien quelque chose du moment que nous sommes en train de vivre. Parce que sur les 6 propositions de loi que nous avons déposées à l'Assemblée, il faut dire que tout ça, c'est beaucoup de travail en amont, c'est des auditions, c'est de l'expertise pour avoir des textes sérieux à proposer. Et donc nous sommes venus à l'Assemblée avec en plus une enquête d'opinion, un sondage, comme vous les aimez tant, qui expliquait que toutes nos propositions sont largement majoritaires dans le pays. En ce qui concerne celle que vous évoquez, le référendum d'initiative citoyenne, c'est 69% des Français qui le soutiennent. L'interdiction du glyphosate, selon les propres termes d'Emmanuel Macron, c'est 89%. Bref, ces propositions sont d'intérêt général et sont soutenues. Et alors, La République en marche... Effectivement, ils n'en aient pas retenu. Mais ce qu'on voit en fait apparaître, c'est le conflit de légitimité qu'il y a aujourd'hui dans le pays entre d'une part la représentation politique et le peuple lui-même. Et c'est un problème qui doit toutes et tous nous inquiéter. Parce que quand sur des propositions de loi qui sont largement majoritaires dans le pays, vous avez une majorité parlementaire qui dit en gros, on ne met même pas ça à l'ordre du jour, on n'en parle pas parce que sur cette affaire, ils ont quand même déposé une motion de renvoi. Vous savez ce que ça veut dire la motion de renvoi? Ça veut dire en gros, vous mettez ça à l'ordre du jour, très bien, mais nous on décide, et on est la majorité, on peut le décider, qu'on ne parle même pas du texte, alors que le sujet est présent dans tous les débats. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème aujourd'hui entre l'Assemblée et ce pays. Dans le texte, est-ce que finalement cette mesure n'était pas un peu tuée dans l'œuf, que vous n'avez pas été un petit peu trop gourmand en abaissant le seuil de 2%, c'est-à-dire permettre la possibilité à 900 000 personnes, grosso modo, de pouvoir déclencher un référendum, et aussi d'offrir la possibilité de révoquer les élus, y compris le président de la République. Soyons clairs. Certains y ont vu une menace pour l'équilibre des institutions. Ne faisons pas peur. Ne faisons pas peur sur le sujet. D'abord dire une chose. Moi, je suis soucieux, comme républicain convaincu, de la stabilité des institutions. Et je vais vous dire une chose, je suis absolument certain que le référendum d'initiative citoyenne n'est en aucun cas vecteur d'instabilité. D'ailleurs, dans les pays où ça se pratique, croyez pas qu'il y ait des référendums tous les jours. Les seuils que vous évoquez ne sont pas des seuils qui permettent de prendre la décision. Ce sont des seuils qui permettent de déclencher un référendum. Et donc ensuite, c'est une campagne électorale qui démarre et c'est tout le corps électoral qui, lui, est appelé à décider. Mais si l'on est d'accord, vous et moi, pour dire qu'on a un véritable problème avec l'abstention considérable dans ce pays, il faut qu'on trouve ensemble des mécanismes qui permettent à la fois de conjuguer stabilité des institutions et capacité d'intervention populaire. Je vais vous le dire, en République, on ne connaît qu'un seul souverain, le peuple. Donc il ne faut pas en avoir peur. Et avec ce référendum, nous proposons que oui, le peuple puisse être à l'initiative, proposer des lois, proposer d'en abroger, ou oui, pourquoi pas, le droit de révoquer les élus. Et je vous rassure tout de suite, le droit de révoquer les élus ne veut pas dire non plus que nous allons dégager les élus tous les 4 matins. Ça a une première vertu, le droit de révoquer les élus. C'est que si on sait qu'à mi-mandat, on peut se voir réinterroger sa légitimité, eh bien ça vous oblige à être vertueux dans vos pratiques, à vous rappeler qu'on vous a confié non pas un blanc-seing, mais un mandat précisément. Et je crois que certains ont fini leur mandat dans de beaux draps et que peut-être ils se seraient tenus davantage à carreau s'ils avaient su qu'à mi-mandat, ils auraient pu être soumis à un référendum d'initiative citoyenne. Donc rassurez-vous, et je crois que c'est une bonne solution. Vous l'avez en tout cas défendu au Parlement cette semaine avec effectivement... Même si elle n'est pas suffisante pour notamment retravailler l'institution, moi je crois qu'il faut maintenant une assemblée constituante qui serait un vrai débat, un grand débat, mais conséquent, et ça, c'est une des qui permette au peuple de refonder les institutions. Merci beaucoup Olivier Beaumont. Dans un instant, merci à vous. C'est Edwige Chevrillon qui nous rejoindra, et notamment pour parler de cette question, l'impôt pour tous. Bonjour Edwige Chevrillon. Bonjour Apolline de Malherbe. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Je voudrais qu'on parle de fiscalité, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, notamment sur le retour de l'ISF. Là, je voudrais qu'on revienne sur cette proposition qui a été initiée dans le journal du dimanche par Jacqueline Gourault, la ministre de la cohésion des territoires. Est-ce que justement, c'est de la cohésion, de la justice sociale, de la justice fiscale? Elle propose un impôt sur le revenu pour tous, c'est-à-dire qu'on gagne 1 €, ben on paye un impôt tout de suite, comme ça existe dans certains pays du reste. Est-ce que vous êtes favorable ou pas? Est-ce que c'est la justice fiscale? On parlera peut-être après de la justice sociale, parce que à mon avis, je connais déjà votre réponse. Bon, d'abord, la fiscalité, je crois que c'est aussi le cœur du moment politique qui nous occupe. Oui. Je vois que le gouvernement déploie beaucoup d'énergie, notamment avec cette tentative de mettre ce sujet au cœur aujourd'hui de Mme Gourault. Bon, cette affaire, sa proposition de faire en sorte que tout le monde paye l'impôt sur le revenu, si on regarde ce que ça permettrait de rapporter, en fait, on parle d'à peu près 800 millions d'euros dans les caisses de l'État. C'est le consentement fiscal. Oui, bien sûr, on va en parler du consentement fiscal. En attendant, vous dire que si l'État est vraiment préoccupé à faire en sorte de récupérer 800 millions, moi, j'aimerais qu'on déploie beaucoup plus d'énergie pour récupérer, tenez-vous bien, accrochez votre ceinture, les 100 milliards
de fraude et d'évasion fiscale qui partent chaque année. Non, non, attendez. On est d'accord, mais attendez, je vais vous répondre. Oui, non, mais c'est le sujet, c'est la fiscalité, d'accord? Et ça fait 1 600 € par an et par contribuable, les 100 milliards de fraude et d'évasion fiscale, d'accord? C'est noté. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, moi je crois que... Non, le chiffre est vrai, et d'ailleurs on pourra vérifier si vous voulez. Ensuite, je crois qu'en matière de justice fiscale, la question qui est posée aujourd'hui, et d'ailleurs que soulève le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a été habile à essayer d'entendre dans leurs revendications le fait que ce serait moins de taxes, moins d'impôts. La question du consentement à l'impôt que vous posez, elle est nécessairement entamée quand les gens voient que leurs services publics disparaissent, que des services publics qui étaient des services publics de proximité s'éloignent, et surtout quand ils voient une chose qui est le cœur du sujet. C'est la question de la répartition de l'effort entre tous. Vous savez qu'aujourd'hui... Mais restons sur cette proposition. Je suis d'accord, c'est un peu le Barnum fiscal. Chacun y va. Moi, je vais vous dire ce que je propose. Parce que Jean-Luc Mélenchon, je me souviens d'un débat avec lui que j'avais eu avec lui, il a proposé dans son programme présidentiel. Moi, je suis favorable à une meilleure répartition de l'effort entre tous, qui ferait que les petits payent petits, les gros payent gros, c'est-à-dire en véritable proportion de leurs revenus. Le cœur du sujet aujourd'hui, c'est le fait que tout l'effort est concentré sur les contribuables les plus modestes, qu'on a appelés à la va-vite la classe moyenne, sur laquelle tout l'effort pèse. Moi, je suis favorable, effectivement, à ce que tout le monde paye l'impôt, mais à véritable proportion des revenus. C'est-à-dire un impôt symbolique en bas. Vous avez quand même 2% des Français qui versent 40% de l'impôt sur le revenu. Oui, mais vous savez aussi qu'aujourd'hui, on manque de progressivité de l'impôt et que plus vos revenus sont importants, moins vous payez en proportion de vos revenus. Et c'est ça qui est le cœur du sujet. Avec le système que nous proposons à la France Insoumise, qui ne se contente pas de dire, comme Mme Gourault, qu'il faut que ceux qui ne payent pas d'impôt payent. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Est-ce que vous supportez juste que je termine ce raisonnement? Je vous réponds sur ce qu'elle pose. Oui, est-ce que vous êtes d'accord que je perçois 1 euro de revenu, je verse... Non, cette affaire n'est pas principielle. Donc je vous réponds. Je suis pour que tout le monde paye, mais que le fait que tout le monde paye soit nécessairement associé à une meilleure répartition de l'effort entre tous et à une refonte fiscale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 5 tranches d'impôts. Moi, je souhaite que l'on passe à 14 tranches d'impôts pour véritablement lisser l'effort entre tous. Je termine, je conclus par une phrase, si vous me le permettez. Avec ce système que nous proposons, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, ça fait beaucoup de monde dans ce pays, y compris ceux qui ne payent pas d'impôts aujourd'hui et qui aura à en payer demain, paieraient moins d'impôts, y compris avec la refonte au niveau de la CSG, de sa progressivité. 14 tranches d'impôts, vous gagnez moins de 4 000 €, vous payez moins d'impôts. Voilà un système qui permet d'avoir de la justice fiscale. De la même manière, comment peut-on accepter ce type de poisson pilote envoyé un dimanche matin quand les Français savent d'abord et avant tout qu'en matière de justice fiscale, le gouvernement aura commencé par supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, qui ne fait pas toute une politique fiscale, je vous l'accorde, mais qui a quand même, si on parle de symbole, vous avez évoqué le symbole, c'est distribuer 1 million d'euros par tête de pipe aux 100 Français les plus riches de ce pays. Voilà ce que ça a été. De la même manière, en matière d'efficacité fiscale, vous savez comme moi que le fameux crédit d'impôt compétitivité emploi coûte aux contribuables français 20 milliards d'euros par an. Cette année, par un petit mécanisme, c'est même 40 milliards. Compte tenu de ce que... il n'y en aura plus. Compte tenu de ce que... c'est pérennisé dans les baisses de cotisation, et vous le savez très bien. Et donc, ça reste 20 milliards d'euros par an. Eh bien, compte tenu de ce que ça aura permis de créer ou de maintenir comme emploi, c'était quand même ça le but, tenez-vous bien, ça aura coûté 160 000 € par emploi créé ou maintenu. Vous savez, convenez avec moi, juste pour terminer, que la diminution du temps de travail, par exemple, est beaucoup plus efficace et moins onéreuse pour créer des emplois mais vous êtes que cette gabegie ça a quand même permis, parce que vous connaissez aussi les choses économiques, Adrien Quatennens, ça a quand même permis aux entreprises françaises, aux PME françaises, de se restaurer leur marge, de retrouver une forme de viabilité. Que certaines PME, effectivement, que les PME aient pu en profiter, c'est incontestable. Mais quand vous voyez des grosses entreprises, comme par exemple récemment, j'en cite qu'une, mais je pourrais en citer des dizaines, Nokia qui fait encore un énième plan social, qui risque de mettre en danger 400 salariés, et qui s'est gavé de crédit d'impôt compétitivité emploi. À la France Insoumise, justement, nous pensons que l'essentiel du tissu économique de ce pays, c'est les PME. C'est pourquoi vous serez peut-être surprise d'apprendre que dès 2017, dans le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, il y a baisse de l'impôt sur les sociétés. Oui, la France Insoumise, baisse de l'impôt sur les sociétés pour les PME. Par contre, on ne peut pas tolérer que de grandes multinationales ou que de grands groupes ne payent presque pas d'impôts en France. Donc, ça n'est pas possible. En résumé sur cette question, Adrien Quatennens vous dit pourquoi pas un impôt pour tous, mais à la condition de 14 tranches d'impôts et d'une refonte fiscale le programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon qui effectivement répartissent mieux l'effort entre tous. Et de la même manière, rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune et mise en cause du CICE. Si l'État a 20 milliards d'euros, à mettre, qu'il le mette par exemple dans la planification écologique, parce que quand vous observez qu'Édouard Philippe nous annonce qu'il veut demander des contreparties
à celles et ceux qui touchent des minima sociaux? Quand vont-ils demander enfin des contreparties à ceux pour qui ils ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune ou aux entreprises qui touchent du CICE? Enfin, vous voyez bien que là, on est dans la langue du fouet permanent de la part de ce gouvernement et que l'injustice se maintient et forcément, elle est un ressort de la mobilisation. Dans cette foire fiscale, il y a eu l'idée d'un retour de la taxe carbone avec cette tribune, peut-être que vous avez lu. Est-ce que pour vous, vous dites, parce que derrière, il y a un débat, mais il y a quand même un beau projet aussi sur la taxe carbone. Non, la taxe carbone, si l'idée est de financer la transition écologique, moi je pense qu'on a d'autres leviers financiers. Je vous parlais de la fraude et de l'évasion fiscale. Moi je pense en tout cas une chose qui est claire. Le mouvement des Gilets jaunes a démarré sur cette affaire, il faut s'en rappeler, parce que les gens ne disent pas qu'ils ne sont pas soucieux de la question climatique. Ils disent simplement, si je n'ai pas d'autre choix, si vous ne m'offrez pas d'autre choix, pas d'alternative que ma voiture individuelle pour conduire mes gosses à l'école ou pour aller travailler, eh bien je ne peux pas faire autrement. Donc c'est injuste. Moi, je crois qu'il faudrait plutôt se pencher vers la suppression de certaines niches, notamment anti-écologiques. Je pense par exemple à celle sur le kérosène, qui pose question. Pourquoi on taxerait davantage, notamment celles et ceux qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture pour aller bosser, et que dans le même temps, les plus gros pollueurs seraient toujours laissés de côté? Air France qui ne paye Véritablement, pas de ensuite, je crois une chose, c'est qu'en matière écologique, il faut renouer avec l'idée que l'écologie, le climat, c'est un enjeu qui nous concerne toutes et tous par-delà nos désaccords politiques. Et que pour ça, il va falloir investir beaucoup d'argent. Regardez le nombre de milliards que le GIEC indique qu'il faudrait investir pour être simplement à la hauteur des engagements de l'accord de Paris. Vous savez que sur la COP21, aujourd'hui, les engagements sont même foulés aux pieds. C'est-à-dire qu'on est loin d'être à la hauteur de ces enjeux. Et pourtant, la France, c'est relativement bon élève par rapport aux autres. Oui, bon élève. Pour l'instant, la politique écologique de ce gouvernement, c'est quand même pas grand-chose de très ambitieux. Ils ont effectivement interdit les touillettes en plastique, comme le disait l'autre jour, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Je crois qu'il faut être beaucoup plus ambitieux en la matière, vraiment. Entendez bien que la planification écologique peut être le cœur d'une relance de l'activité. Moi, je le crois. Donc la taxe carbone, on oublie parce qu'elle est mal comprise par les Français. C'est ça que vous nous dites. Mais surtout parce que je crois que la fiscalité écologique n'est pas une bonne idée, surtout quand elle va taper au portefeuille les plus modestes. Voilà. Et que par ailleurs, il y a effectivement, en matière de fraude et d'évasion fiscale ou de politique sur les multinationales et les taxes qu'il faudrait mettre dessus, peut-être plus de leviers financiers. Et il va le falloir. Et d'ailleurs, il y a certains verrous qui empêchent au niveau de l'Union européenne d'investir suffisamment. Parce que quand on est uniquement préoccupé par le prisme des 3%, dont on ne sait même plus pourquoi ils ont été indiqués à 3. Pourquoi 3 ? Pourquoi pas 5 ? Mais finalement, tout ça, toutes les politiques publiques passent uniquement par ce tunnel de dire il faut passer dans les 3%. Et donc on est empêché de faire plein de choses. Monsieur Hulot lui-même, quand il a démissionné, disait si on garde cette lame de fond, ces règles-là, on ne peut pas investir à la hauteur de ce qu'il faudrait faire en matière climatique. Et je somme le gouvernement de comprendre que l'enjeu climatique peut être aussi un défi à relever qui soit enthousiasmant. On peut faire en sorte de relancer l'activité avec tout ça. C'est créateur d'emplois. Mais c'est ce qu'ils essaient de faire, en l'occurrence. Mais non, mais vous n'êtes pas sérieuse quand vous dites ça. Dites-moi ce que fait ce gouvernement en matière d'écologie, à part Emmanuel Macron qui parle en bras de chemise avec un fond de scène vert derrière et qui se fait sacré champion de la Terre. Qu'est-ce qui est conséquent dans leur politique en matière climatique? C'est un changement de modèle. Ils ont fait une PPE, changement de modèle. Ils ont fait une politique énergétique. Vous savez très bien que ça n'est pas suffisant. La vérité, c'est que, on le sait toutes et tous, notre génération est mise au pied du mur d'un changement de modèle économique. On parlait tout à l'heure d'agriculture. Vous croyez que c'est quelques mesurettes? Non, c'est un changement de modèle. Et c'est porteur que de le faire. Je voudrais qu'on parle d'un dossier quand même. Dernière question, Ascoval quand même, parce que pour vous c'est important. Mercredi prochain, le 27 février, la chambre commerciale du tribunal de la grande instance de Strasbourg va examiner le dossier Ascoval. Ascoval, on sait qu'il y avait un repreneur, Altiport, qui devait apporter de l'argent. Il n'apporte pas de l'argent, il n'a pas les moyens nécessaires. Vous avez parlé d'une nationalisation, mais en mettant pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'État peut faire? Parce qu'il y a un carnet de commandes, visiblement, je crois, d'après la CGT, de 8-15 jours. Bon, tout ça est technique, je vais essayer de résumer les choses. D'abord, Ascoval, c'est un site qui se trouve à Saint-Saulve, près de Valenciennes, dans le nord de la France. C'est une aciérie qui produit de l'acier fin et dont les principaux clients sont notamment les secteurs du transport et de l'énergie. Je commence donc par vous dire que de mon point de vue, en matière de politique, y compris écologique, si demain nous venions aux manettes pour faire la politique climatique que nous souhaitons de planification écologique, nous avons besoin d'un secteur industriel comme celui-ci. Et je crois précisément qu'on ne peut pas se passer du site d'Ascoval. Emmanuel Macron, en 2015, alors ministre de l'économie de François Hollande, était venu sur site dire la pérennité du site est garantie. Élu président de la République, il est retourné fin 2018 sur site et il a dit vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, la pérennité du site sera maintenue. Aujourd'hui, on voit que nous sommes en difficulté. Le repreneur devait effectivement, Altifort, mettre des fonds sur place. J'observe par ailleurs, je glisse au passage que... C'est la fin de cette émission. Juste termine. La Banque de France a dégradé la note du repreneur, ce qui pose question. Moi, je vous le dis pour terminer. S'il n'y a pas de repreneur solide, je crois que oui, l'État doit prendre ses responsabilités et tenir ses engagements. Et donc, pourquoi pas nationaliser le site?
même peut-être temporairement, parce que nous avons besoin de cette industrie. Au moins le temps, visiblement, de trouver un repreneur. Merci beaucoup, Eddy Chevrillon. Merci, Adrien Quatennens, d'être venu avec nous. On y voit peut-être un peu plus clair.